Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de sorcières. Je suis Sophie Auger, autrice, podcasteuse, praticienne en énergétique avec les cartes, conférencière, créatrice de programmes, maman et j'en passe. Ma passion dans la vie, permettre aux gens, à travers toutes mes spécialités, de plonger en eux pour renaître. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial, je dis toujours ça, l'épisode numéro 27, comment ne pas foirer son couple avec ma chère Eugénie Couture et ce cher Julien Badoil. Couple à la ville comme dans le professionnel, ils vont nous partager leur expérience, leurs petits tips, leur parcours, aussi bien avant que pendant et après leur rencontre. C'est un podcast qui se veut messager, qui se veut familier, qui se veut professionnel, qui s'adresse aux personnes célibataires comme aux personnes en couple et qui va nous montrer que avec l'équilibre des polarités féminines et masculines, le dialogue, l'avancement, le cheminement individuel et le cheminement à deux, on peut transcender et transformer notre relation à l'autre. Bonne écoute à toutes et à tous, c'est parti. Salut Julien, salut Eugénie, bienvenue sur les podcasts de sorcières. Je suis ravie de vous recevoir, j'avais hâte de faire cet épisode et là de voir vos petites têtes qu'on ne verra pas dans le podcast, mais en tout cas que moi je vois là. Ça me fait trop plaisir. Comment ça va ? Bah moi ça va très bien, je suis très content d'être là avec toi Sophie, et puis de faire un premier podcast, un épisode de podcast couple, je trouve ça trop cool, donc merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Et moi, ça va très bien aussi. Ouais, très très bien. Ça ne se voit pas et de toute façon dans le podcast ça ne se verra pas, mais en fait Julien et moi on est ensemble dans la même maison. On s'est mis dans 2 pièces séparées pour avoir 2 images séparées, mais en vrai on passe nos vacances ensemble là. Donc tout va bien. Ah, c'est génial, on va vraiment pouvoir parler de ça. On va parler de vos vacances. Oui, c'est souvent la zone de tension dans le couple justement. Oui, d'ailleurs, il y a un super réel là de Julien à ce sujet là que j'ai vu en regardant un petit peu qui parle de la discipline dans le couple. Mais on va en parler après. Je vais vous présenter rapidement, puis je vous laisserai vous présenter ensuite de vous-même. Donc Julien et Eugénie et Julien, on présente les femmes en premier, hein, c'est toujours plus sympa. Eugénie qui travaille sur Instagram, sur les réseaux et aussi depuis chez elle. Tu m'arrêtes si je dis des choses qui sont pas justes, hein, vous m'arrêtez, on fera des modifs, hein, au pire. Voilà, et qui développe actuellement son entreprise individuelle et aussi ce qu'elle partage dans sa vie de couple. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous recevoir. Moi, je vous connais dans la vie privée plus ou moins. On n'est pas amis, mais en tout cas, on se connaît bien. Et j'étais exciting, je parle en anglais parce que Jenny parle anglais, à l'idée de vous recevoir. Surtout que j'ai, entre guillemets, suivi votre parcours de l'extérieur. Quand j'ai rencontré Julien, on était tous les deux dans la même dynamique célibataire, à la recherche de l'âme sœur, en travaillant sur, enfin, l'âme sœur de son partenaire de vie, en travaillant sur soi, etc. Et c'était marrant de vous observer depuis l'extérieur. Donc voilà, Eugénie, très présente sur les réseaux sociaux. Julien aussi, j'ai rencontré Julien en travaillant sur moi justement, en faisant du coaching, et c'est comme ça qu'on a matché, qu'on s'est rencontrés et que voilà, on s'est mis à se connaître tous les trois. Julien qui est coach donc sur Instagram, qui organise des retraites également, voilà, et plein de petites choses. Mais je vais vous laisser rapidement vous présenter par vous-même parce que c'est sympa qu'on vous connaisse en tant qu'individu, chacun de votre côté. Et puis après, on parlera de ce qui intéresse tout le monde ici, le couple. Bon, bah, du coup, c'est les femmes qui commencent, j'imagine. C'est toujours une question intéressante de se présenter. Moi, ce que je dis en ce moment, mais peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 1 an, je dirai autre chose, c'est que je reviens d'Angleterre. Voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie en Angleterre entre 2012 et 2022. Je suis revenue en 2022. Je me suis crachée en revenant en France. Ça a été un vrai choc de retour culturel. Je me suis crachée dans mes relations également, notamment mes relations de couple, à la sortie de l'Angleterre et à la re-rentrée en France. Et là, je me suis retrouvée dans une phase de ma vie où j'ai fait table rase, page blanche. J'ai déménagé en février avec ma fille, puisque j'ai une petite fille de 6 ans.
J'ai remodelé mon business. Donc moi, je suis coach d'anglais. Sans grande surprise, la grande compétence, c'est l'anglais, mais c'est aussi ma passion parce que j'ai une passion de la culture et puis de tout ce que les mentors anglo-saxons peuvent nous apporter également. Et donc, je déménage en février dans cette nouvelle région fraîche de ma rupture récente, et je me dis que c'est la fin du monde et que je ne vais jamais m'en sortir. Voilà. Et aujourd'hui, on est fin août. Oui, on est fin août et tout va très bien. Oui. Comme quoi. Et je pense que c'est là que Julien se présente et puis qu'on pourra lier les deux histoires. Ok, génial. Je fais juste un petit aparté. C'est magnifique. J'aimerais que les gens se retiennent ça. En février, tu pensais que t'étais au bout du tunnel. On est en août, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. En 5 mois et demi, tout peut tellement vite changer. Et je crois que c'est tout de suite le premier message qu'on va garder d'entrée. Et je vais laisser la parole à Julien, du coup. Non, c'est clair, tout n'est pas foutu et tout finit par se transformer, par changer. Et moi, je me présente en tant que coach marketing et shadow work parce que ma spécialité, c'est vraiment d'aider à communiquer sur les réseaux et relier à l'argent parce que j'adore l'argent, je suis passionné par son fonctionnement d'un point de vue concret, matière et énergétique. Et donc, je viens aider les entrepreneuses dites du bien-être, du mieux-être à développer leur entreprise sur Instagram. Et puis, j'y mets beaucoup de shadow work, c'est-à-dire de l'émotionnel, du fonctionnement inconscient, subconscient qui empêche d'avoir ce que l'on souhaite dans notre vie parce qu'il y a plein de vibrations qui partent de ces schémas-là et c'est hyper intéressant d'aller les explorer. Je fais ça depuis bientôt 4 ans. Il y a eu plein d'expériences dans ma vie très enrichissantes. Ces 5 dernières années sont les plus ouf que j'ai connues, alors qu'il y avait du Covid, il y avait une grosse rupture énorme, on en reparlera par rapport au couple et tout. Et aujourd'hui, moi, je suis méga heureux d'être en couple avec Eugénie, d'avoir passé 3 semaines ensemble là, et de ne pas s'être séparés. Donc je suis assez content de ça. On tient bon. Et non, mais c'est génial en fait. Je vois à quel point le travail personnel, émotionnel sur mon masculin et en lien aussi avec les femmes que j'accompagne, donc comment je comprends aussi le féminin dans la dynamique professionnelle m'a enrichi dans ma dynamique personnelle et c'est une quête évidemment qui continue, qui se poursuit, mais qu'est-ce que c'est enrichissant de voir cette étape-là de waouh, le couple que je désirais tant peut être présent aujourd'hui parce que j'ai fait le chemin vers lui. Et professionnellement, ça a été vraiment ma quête première, mais ça m'a aidé aussi à me transformer personnellement et on pourra reparler de tout ça. Et puis de rencontrer des personnes sur le chemin comme toi, Sophie, qui était cliente et qui est devenue amie et qui a aussi eu sa part, sa pierre à l'édifice de la relation que j'ai avec Eugénie aujourd'hui parce qu'il y a eu aussi ce moment où je te disais c'est bon, maintenant je sais que je vais rencontrer quelqu'un parce que j'en ai plus besoin, je me sens libre et bien avec moi-même. Et Eugénie est arrivée après ce moment-là, donc c'était très intéressant comment ça s'est construit aussi. Ouais, et ce qui est ouf, c'est que je me souviens du tirage de cartes que je t'ai fait juste avant Eugénie, et je sais pas si toi, Eugénie, tu le sais. Oui, je les vois, ils hochent la tête. En fait, vous n'avez pas de visuel, vous aurez que l'audio, chers auditeurs, chères auditrices, mais vous les verriez, ils sont à manger. Ils donnent envie d'être en couple quand on les voit. Et j'avais tiré les cartes à Julien juste avant et j'avais dit je sens, je suis pas une voyante, on dirait une voyante de caravane quand je dis des trucs comme ça. Je sens que voilà, ça va être quelqu'un qui a déjà un enfant, etc. Je la vois, c'est tout près. Et mais genre, c'était 72 heures avant qu'il se passe quelque chose entre vous, quoi. C'est juste hallucinant. Voilà, je fais un petit peu ma promotion. Et tu peux. Non, mais en vrai, c'était super intéressant par rapport aussi au lien avec la dépendance affective, avec tout ça. Enfin, moi, j'ai libéré des gros trucs qui ont aussi permis d'arriver à ça. Et donc, tes tirages étaient géniaux. Donc, très, très juste et très pertinent. Donc, tu peux vraiment faire de la pub pour toi. Merci, c'est gentil Julien. Et c'est trop bien que tu parles de dépendance affective parce que justement, nous, à l'époque, on échangeait beaucoup là-dessus. Parce que moi aussi, c'est une énergie qui m'a pompée. Moi, je suis une enfant qui a été abandonnée, pas reconnue, qui s'est toujours accrochée, qui a construit des relations toxiques. Alors, j'aime plus trop ce mot toxique parce que je pense qu'on est tous et toutes le toxique de quelqu'un et que en fonction de la dynamique qu'on va mettre dans la relation, on peut tout changer en termes d'énergie et passer de quelque chose de mauvais à quelque chose de très bon. C'est juste qu'il faut être prêt, qu'il faut avoir fait le travail et puis qu'il y a des gens qui sont là pour nous faire travailler des choses et d'autres pour construire. Mais bon, bref, c'était un peu ma grosse problématique et j'aimerais bien, si vous êtes OK avec ça, que Eugénie, je connais pas trop ton profil, mais je sais que les gens ne s'attirent pas par hasard, donc j'imagine qu'il y avait un petit peu de dépendance affective aussi chez toi. Et j'aimerais que vous me parliez de chacun votre tour, comment vous étiez avant votre rencontre, parce que je pense que c'est important de montrer aux gens qu'on a des fonctionnements, qu'on a des attachements, qu'on a des croyances, et puis qu'à un moment, à force de travail, on peut devenir
une meilleure version, j'aime pas trop ce terme-là, mais une version plus allégée de soi-même. Donc ça va être sympa de comparer l'avant et l'après. Bah personne parle. Vas-y Eugénie, vas-y. Alors ça aussi c'est un exercice intéressant parce que finalement il y a les histoires telles qu'on les a vécues, telles qu'elles se sont passées et telles qu'on les raconte. Donc encore une fois, je serais assez curieuse de voir ce que j'aurais à dire de mon histoire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis l'histoire que je vais raconter aujourd'hui a déjà changé par rapport à l'histoire que je racontais ou que je me racontais il y a 6 mois. Alors effectivement, Sophie, pareil, je connaissais pas trop ton passif, mais de t'entendre dire que t'as été abandonnée, que t'as pas été reconnue, moi pareil déjà. Que tu t'accrochais à tes relations, moi pareil. J'ai eu une phase autour de la vingtaine où j'étais un peu moins accrochée, mais finalement, quand je me suis rapprochée de la trentaine, il s'est passé quelque chose et j'ai commencé à vraiment m'investir. Il y avait de l'enjeu dans mes relations. Et je peux peut-être parler des 2 dernières qui ont été les relations les plus significatives de ma vie, parce qu'effectivement, je pense que j'ai passé des paliers, notamment avec ces 2 dernières relations. J'ai vécu des trucs qui, aujourd'hui encore, me semblent assez lourds. Notamment avec le père de ma fille, John, avec qui je suis restée 6 ans. Donc là, on parle d'une époque où j'étais en Angleterre. John est toxicomane, toujours au jour d'aujourd'hui, et je le partage avec vous parce que je sais qu'il ne m'en voudrait pas de partager cette histoire, au contraire, puisque ça permet d'aider d'autres gens. Ça, on en a toujours beaucoup parlé dès le début. Il a toujours été très honnête. On s'est engagé dans notre relation en sachant que c'était entre guillemets une pathologie qui l'affectait et qui n'allait aller nulle part, mais qui était maîtrisée parce qu'il faisait beaucoup de meetings. Alors moi, à ce moment-là, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me suis jamais droguée, je ne sais pas ce que c'est d'être sous. Donc je me retrouve dans un monde parallèle où je découvre effectivement que ça peut être une réalité pour certaines personnes. Tout se passe très bien pendant quelques années. On a donc Violette qui n'était pas prévue. Moi, je n'avais pas le désir d'avoir d'enfant, mais quand elle est arrivée, elle est arrivée. Et puis finalement, ça a été une belle surprise. Et on a décidé de continuer l'aventure avec cette belle surprise. Et puis, Covid est arrivé. Alors au niveau du travail, ça a eu beaucoup d'implications. Donc l'histoire que je raconte, mes histoires relationnelles sont aussi imprégnées de ce contexte qui les entoure. Ça a été une période très difficile professionnellement, personnellement également, parce que le changement d'identité qui s'opère quand on est maman, c'est quelque chose. Mais alors quand le Covid te ferme toutes les portes de ces gens que tu pourrais voir, ces groupes que tu pourrais joindre, et voilà. Et puis tu peux plus travailler. Moi, j'étais dans le massage à l'époque, donc là, carrément, le contact à la personne, voilà, tout ferme. Il me restait plus que ma relation. Il me restait plus que ma relation avec mon compagnon John, qui lui-même était dans les tourments de voir ses groupes de soutien fermés. Voilà, donc je me suis accrochée, on a eu des rechutes de drogue. John, c'était la cocaïne, donc on est sur quelque chose de très rapide, de très fort, qui prend tout d'un coup d'un seul. Je me suis acharnée, c'est le terme que je mettrais aujourd'hui. On est allé faire des thérapies de couple dans la mesure du possible, et puis finalement, on n'a pas réussi à redresser la barque. Donc un jour, j'ai décidé de partir, et ça a été la décision la plus simple et la plus compliquée de ma vie. La plus simple parce que elle m'est arrivée d'un coup d'un seul, parce que je crois fermement qu'il y a des moments où on atteint nos limites, vraiment. On les atteint, et il y a quelque chose de plus grand, de plus simple, de plus clair qui prend le relais et qui nous dit de faire les choses d'une certaine façon. Et donc on les fait. Et on est en paix avec cette décision, même si c'est la plus dure, à savoir de casser la cellule nucléaire. Donc je prends ma fille sous le bras, on fait un contrat de je sais pas comment ça s'appelle en français, de garde, avec la justice anglaise, et puis je reviens en France. Et là, je me remets dans une relation. Alors, c'est pas la dynamique de se remettre dans une relation tout de suite ou pas tout de suite qui est importante. Je pense c'est effectivement que je me remets dans une relation où ça ne va pas et où je me raccroche. Donc ça a duré beaucoup moins longtemps, hein, ça a duré 1 an, mais là on est passé, alors il n'y avait pas de drogue, hein, mais il y avait des insultes, il y avait beaucoup de violence des 2 côtés, c'est-à-dire que je me suis transformée en une part de moi que je suis, mais qui était complètement excentrée de mon point d'équilibre, quoi. J'étais monstrueuse. Alors je ne parle que de moi, il y a d'autres choses à dire, hein, mais j'étais devenue un monstre de colère. Et encore une fois, cette dynamique, ce moment est arrivé beaucoup plus rapidement, hein, effectivement, juste au bout d'1 an et quelques, qui a fait stop. Et je suis repartie. Et donc là, ça nous emmène en février. Donc autant dire que j'ai vécu 2 gros échecs, avec du stress post-traumatique, avec gérer ma fille en plus de ça.
je passe en maman solo dans une région nouvelle. Enfin, j'étais vraiment très très mal à me remettre énormément en question également et à de toute façon me dire l'amour, la relation, c'est plus possible. Voilà, au mois de février où j'en suis, ce n'est plus possible pour moi. Déjà, il y a un truc cassé chez moi. En plus, je suis monstrueuse. Enfin voilà, il y a beaucoup trop de travail à faire. Ça ne marchera jamais. Voilà, l'épisode le plus récent de ma vie. Voilà. Okay. Et puis Julien est arrivé. Ouais, j'ai hâte qu'on passe à l'après aussi. Mais je te remercie pour ta transparence et ce que tu partages là, parce que il faut une certaine forme de courage et d'amour de soi pour en arriver à partager ça avec une certaine neutralité. Moi, je te cache pas, vous l'avez vu, mais les auditeurs, encore une fois, ne l'ont pas vu. J'ai été émue, j'ai été touchée parce que ça résonne forcément avec mon propre parcours. Il n'y a jamais de hasard. Et ça va sans doute résonner avec beaucoup d'autres aussi. Et bravo à toi. Moi, j'ai juste envie de dire ça parce que malgré tout, t'as su en tirer toutes les leçons. À part jeter la faute sur l'autre, à pas te mettre en victime, ni en bourreau, ni en sauveur, tout ce que tu veux, quoi. Et à en tirer des leçons et à rouvrir encore ton cœur à l'amour derrière. Donc, je kiffe. Bravo. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Julien. Qui a un décalage de 40 minutes avec moi, visiblement. C'est le premier étage, il y a beaucoup d'espace. Non, on a fini, Julien. Je suis désolé, je suis avec le partage de ma connexion du téléphone, c'est pas ouf, mais on va gérer. Ouais. Mon paysage relationnel avant Eugénie, c'était des relations longues. Moi, j'étais plutôt dans le long format. Et j'ai fait 11 ans avec ma première compagne de 17 ans à 20 ans, ouais, une trentaine d'années, 29, un truc comme ça. Et ensuite, une période de 7 mois. Et je suis reparti dans une relation longue de 8 ans qui s'est terminée il y a 3 ans, à peu près. Et en fait, j'ai toujours été habitué. C'est très facile pour moi, la relation. Je me mettais en couple avec élan, joie. Et j'ai découvert que vers la fin, en comprenant la fin de la dernière relation, les schémas émotionnels, le développement personnel, j'ai compris en fait ce qui jouait aussi beaucoup dans mes blessures autres. Avant, j'avais aucune idée de tout ça en fait. Moi, j'ai vraiment l'éveil, il date de 6 ans. Avant, j'avais pas du tout conscience de ces dynamiques. On est en couple, moi, il y avait pas de problématique particulière, ça allait bien. Même si en vrai, je voyais bien qu'il y avait des problèmes dans la sexualité, il y avait des problèmes dans les énervements, dans les tensions, mais c'était pas voilà, jamais je mettais de la lumière sur pourquoi on en est là, pourquoi ça fonctionne pas. Ça me posait pas vraiment de questions. La dépendance affective, je l'ai vu après dans le fait d'aller beaucoup à l'extérieur, picoler, faire des soirées. J'étais vraiment... mes ex-compagnes subissaient ça. Évidemment, se mettaient en colère, reprochaient ce truc, mais il n'y avait jamais une rupture qui était affirmée ou une remise en question qui était nécessaire de ma part. Ça, c'était comme ça. Même si ça gueulait, c'était comme ça et je continuais. Il n'y avait pas de raison de changer. Et c'est là où j'ai fait un grand saut quantique. C'est à la rupture de la dernière relation longue où là, je m'y attendais pas du tout. Elle m'avait demandé en mariage. Donc, si on parle de polarité yin-yang, c'était hyper intéressant de voir que c'est elle qui était complètement dans son yang et moi à fond dans mon yin. C'est la drama queen, c'est la dépendance affective, c'est le féminin très développé dans lequel j'étais. Et en fait, c'était très drôle de voir à quel point d'être quitté m'a fait faire un waouh. C'était très très dur, un moment très 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 dur. Mais ça m'a permis de passer à une remise en question de qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans la dynamique de couple et pourquoi j'en arrive aujourd'hui à être autant blessé par ça, avec aujourd'hui des outils de développement personnel, enfin en tout cas au moment où j'ai pu commencer à regarder ça. Et de voir de là où j'avais complètement merdé dans la relation, voir que j'avais laissé s'éteindre ce feu et que de toute façon on n'aurait pas pu se remettre ensemble parce que quelque chose était terminé, que j'avais vraiment laissé à l'abandon tout ça. Enfin, je me suis vraiment vu dans la non-responsabilisation de prendre soin du couple et d'avoir laissé vraiment éteindre ce feu et que c'était un vrai acte d'amour et de responsabilité et d'action quotidienne que de prendre soin de son entité couple autant qu'on prend soin de soi et de son business et de ses projets créatifs, quoi. Et là, ça m'a vraiment sauté à la gueule et de là, je suis parti sur un vrai développement sur les dynamiques masculines, féminines. Le travail et le développement personnel dans mon entreprise m'a permis vraiment beaucoup de comprendre ça, parce que je travaille avec des femmes aussi, et puis de parler avec beaucoup de femmes, ça m'a permis aussi de comprendre en lien ce qui se passait chez les femmes quand le masculin était toxique
qui mature et compagnie. Donc j'ai vu toutes mes parts d'immaturité, j'ai vu toutes ces choses à travailler, que je continue à travailler. Et puis Eugénie est arrivée dans un moment où je me sentais bien avec moi-même en fait. Je me sentais complètement bien avec moi-même, nourri personnellement, professionnellement, plus en quête de j'ai besoin d'une femme pour être heureux en fait. Et là, elle a pu avoir cette place-là et passer à une autre étape de couple. J'ai vraiment vu la différence dans ma dynamique. Déjà avec une courte relation que j'ai eue avant Eugénie, où j'ai vu que c'était pas du tout le même profil de femme que j'attirais. Et je voyais vraiment que j'étais beaucoup plus dans mon masculin. Et Eugénie est arrivée après. Et là, de toute façon, ça a été le déclic tout de suite. Moi, la première fois que j'ai vu sa vidéo de témoignage, que ma première cliente podcast, c'est Eugénie. Quand j'ai vu son témoignage en vidéo, c'est là où tout de suite, il y a eu un truc. Et puis, on vous racontera peut-être la suite. Mais vraiment, voilà ce que ça a donné avant, quoi. Ouais. Moi, c'est cool. J'aime beaucoup parce que je me souviens de ça. Je me souviens de l'émotion et tout. Et j'adore vivre ça. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Hein. J'écris pas de la romance pour rien. Donc, dès qu'il y a un couple autour de moi, si parfois ils peuvent m'agacer parce que ça me rappelle ce qui me manque, entre guillemets, mais j'ai bien compris que c'était pas le cas. En 90% du temps, ça m'exalte et j'adore vous voir. J'adore votre énergie. C'est tip top. Je voulais te dire un truc, mais je couperai ce passage parce que je ne m'en souviens plus, donc il faut que je prenne le temps de réfléchir parce que je me suis dit, attends, c'est génial, on va rebondir là-dessus. Oui, voilà. Ce qui me percute dans vos deux histoires, c'est le point où vous en êtes au moment où vous vous rencontrez. Eugénie, toi, tu dis, moi, je ne crois plus au couple, je ne veux plus de couple. En gros, tu dis, je ne m'occupe plus de ça, je reviens à moi. Hein, si on doit traduire, c'est quand même un peu ça. Et toi, Julien, tu dis la même chose, mais avec d'autres mots. C'est la même énergie. Pour moi, c'est... je comprends que je n'ai plus besoin des femmes et que je me suffis à moi-même. Et ça, j'ai vraiment envie, on le dit, on le répète. Toi, Julien, tu le dis dans tes coachings et on le lit, on le voit comme les gens qui vont animer ta retraite en parlent également, Anissa et... Géraud, son mari. Voilà, c'est quand on arrête de chercher et quand on va chercher à l'intérieur de soi ce qui nous nourrit plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en comprenant que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, que ça vient à nous. Parce qu'on a encore tendance à fonctionner comme des humains, parce qu'on est des humains incarnés en tant qu'humains, on oublie qu'on est une âme et un esprit, et on veut aller chercher à l'extérieur, à ce qu'on appelle communément la 3D, ce qu'on possède déjà à l'intérieur. Et souvent, quand j'entends des couples qui se forment, des couples solides, parce que pour la petite anecdote qui est très sympa et qui va nous permettre de rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, moi, il y a quelques années en arrière, quand je regarde les couples d'amis que je fréquentais, je ne vois que des masculins ultra blessés et des féminins ultra... et des femmes très dans leur masculin, donc qu'on appelle communément des femmes qui portent la culotte, où les hommes suivent derrière, ne protègent pas. Celle qui protège, c'est la femme. Celle qui fait rentrer l'argent, c'est la femme. Enfin, ça veut pas dire que les femmes ne doivent pas faire rentrer d'argent, bien au contraire. Mais voilà, dans la dynamique, tu sens que celle qui dirige, qui va demander l'homme en mariage, quoi, en gros, c'est un peu ça. C'est la femme. Et aujourd'hui, de tous ces amis-là, dans mon cercle très proche, je n'en ai plus aucun. Et les dynamiques que je vois et que je côtoie et qui sont les piliers de ma vie correspondent à la dynamique de votre couple à vous. Un masculin qui est là, qui protège, qui met des barrières, enfin, entre guillemets, voilà, qui est dans son énergie de je suis là, tu peux te laisser reporter sur moi, et la femme qui se laisse aller. Vraiment, et c'est impressionnant. Je pensais à ça avant de lancer l'enregistrement. Je me disais, waouh! Tout mon paradigme, enfin en tout cas toute ma 3D, elle a changé. Tout ce qui m'entoure n'est plus du tout la même. Donc maintenant, bon, que l'univers m'entende, il est temps que ça s'applique aussi chez moi. Mais je trouve que c'est quand même assez fou ce moment en fait où tu comprends que tu peux tout apporter, que t'attends plus rien. T'as ni l'envie mais ni le besoin, voilà, peu importe. Et ça arrive. Voilà, ça arrive. Donc c'est le moment où vous pouvez raconter comment vous êtes rencontrés, parce qu'on est aussi un peu là dans ce podcast pour vivre une romance. Et je commence, je vais commencer la chronologie, puis je laisse Julien nous raconter la deuxième partie. Du coup, je rebondis vite fait sur ce que tu as dit, Sophie. Ouais, il y a une histoire de... moi, je n'avais plus du tout le couple dans le collimateur, vraiment. C'est-à-dire, je n'y pensais même plus.
Ma priorité était vraiment recentrée sur moi. Et je me disais pas, le couple, on verra plus tard. Je me disais rien sur le couple. Cet espace-là n'existait plus. Je m'en occupais plus, en fait. Parce que quelque part, même se dire, ouais, on verra plus tard. J'ai toujours l'espoir évidemment qu'on a toujours l'espoir. Mais c'est déjà conscientiser cette réflexion autour du couple. J'étais dans le trou noir du couple, tu vois. Ça ne faisait plus partie de ma réalité, ce pan-là. Donc, l'univers a dû se dire, faut faire quelque chose. On va faire quelque chose. Maintenant qu'on peut faire quelque chose. Merci Eugénie d'avoir lâché prise, tu vois. Et donc, voilà ce qui se passe. Quand j'arrive dans cette nouvelle ville, donc je déménage au Sable d'Olonne, on peut le dire. Je pense pas que les gens vont venir sonner chez moi de l'avoir dit. Bonjour. On a entendu ton podcast, on vient te voir pour un autographe. Non, pas du tout. Du jour, peut-être. Enfin, je leur ouvrirai et on boira une limonade dans la courette. Il y a pas de souci. Vous pouvez venir. Le début de cette histoire commence vraiment le jour où je dis à ma mère, je dois me sortir de ma précédente relation. Je dis littéralement à ma mère, et c'est un grand pas quand on connaît mon histoire avec ma mère, mais je pense je ne suis pas la seule à avoir ce genre d'histoire avec ma mère. C'est la dernière personne à laquelle j'avais envie de dire au secours, mais c'est celle qui allait tout déclencher et je le savais. Je dis à ma mère au secours. Ma mère me dit t'inquiète. Elle me manifeste mon appartement. Genre, mais ça, c'est un autre podcast, tu vois. Elle me manifeste mon appartement, blablabla. Donc, je déménage. Mais j'arrive au Sable d'Olonne et j'emménage chez ma mère pendant 3 semaines. Et là, l'algorithme d'Instagram, faut pas oublier ces voies-là non plus. L'univers passe aussi par Instagram, par des synchronicités, on le sait, mais Instagram, le feed Facebook, tout ça, ça fonctionne aussi, je vous le dis, vous allez voir. L'algorithme Instagram me présente le compte de Clémence Dutheil. Que je commence à suivre, femme très inspirante, des réflexions incroyables sur le couple, l'amour, tout ça, la vie de toute façon, grosse mentor. Je commence à la suivre. Et puis un jour, elle parle de Julien. Elle parle de Julien en disant c'est mon coach, voilà, donc je commence à m'intéresser un petit peu à ce qu'il fait. Donc à partir de là, je commence à avoir la tête de Julien. Je sais qui est Julien, je vois ce qu'il fait, du marketing, truc machin, très bien. Et puis je me rends compte qu'il fait une formation podcast. Et moi j'avais envie de faire un podcast. J'avais cette envie depuis longtemps. Et je suis complètement déchirée à ce moment-là. On est en février, je viens d'arriver, c'est la tempête dehors, c'est la tempête en moi, c'est l'horreur, quoi. Et donc il fait des formations en live. Et je me dis, non, je peux pas la faire parce que je peux pas passer 8 heures enfermée chez ma mère à me concentrer sur une formation podcast comme ça. Je peux pas, j'ai pas la capacité. Ce serait bien par contre s'il faisait une formation podcast en ligne qu'on puisse faire à son propre rythme avec des vidéos préenregistrées et tout. Et vlati pas que, genre 2-3 semaines plus tard, Julien annonce, je lance les préventes de ma formation podcast en ligne. Et moi je me dis, non mais c'est incroyable. Et moi je me dis, et je suis toujours pas branchée couple, rien, tu vois. Je me dis juste, mais ça c'est l'univers qui m'envoie une formation podcast à faire à mon rythme, c'est merveilleux. Donc je suis sa première précommande, ta première prévente. Je lui achète alors que le truc il est même pas fait, tu vois. Donc il commence à m'envoyer des messages comme il fait avec tout le monde. Disclaimer, il fait ça avec tout le monde. Merci Eugénie de joindre ma formation. Je voudrais. Oui, tu vois, il dit oui. Non, je ne suis pas un pervers qui. Non. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de la formation podcast? Donc on se répond, mais rien de rien jusque là, tu vois, du pro, voilà, on échange tout simplement. Et donc, je fais la formation podcast. Je sais pas, ça me prend... En minimum, t'as dit qu'on la faisait en 8 heures. Moi, ça doit me prendre 3 semaines. Peut-être un mois. Je l'ai fait à mon rythme, tu vois, lente. Ouais, et là, ton bon rythme. mon rythme. Je sors mon podcast, je suis super contente et tout. Depuis, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Donc, tu vois, je regarde ces vidéos depuis mon lit, genre 1 heure par jour. Et le reste de la journée, je monte des meubles Ikea, je dépoussière, voilà. Donc, je sors mon podcast, c'est un peu l'accomplissement d'un truc. En plus, il y a un truc qui se fait autour de ma voix. J'arrive au Sable d'Olonne, j'ai plus de voix pendant des semaines. J'enregistre mon premier épisode de podcast bon an, mal an. Je le poste et ma voix est guérie après. Je me dis, incroyable quand même. L'univers m'a vraiment bien envoyé cette formation podcast. Et donc, Julien me dit, écoute, à l'issue de ça, si ça te dit, fais-moi un avis. Comme ça, ça participe à encourager d'autres personnes qui ont peut-être cette volonté aussi. Et donc, moi, je me dis, c'est cool. Il me donne le choix entre un avis écrit et un avis vidéo. Et je me dis, meuf, allez, on sait que t'as pleuré 3 mois non-stop et que t'es toute gonflée, et c'est pas grave, mais vas-y, mets-toi à ton bureau, là, que tu viens d'installer et enregistre une vidéo d'avis sur la formation podcast. Je fais donc cette vidéo et je l'envoie à Julien. Et je laisse la suite à Julien. Ah, j'adore. La transition est bonne. C'est la pause publicitaire.
Oui, elle est excellente. Moi, je suis collée à mon écran. Là, j'écoute. Je vais prendre du recul. Heureusement qu'on me voit pas. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'endroit où je me trouve, c'est là où elle a fait la vidéo. Son micro qui est naze. Hein. Mais il est trop bien, mon micro. Il fait des suites. Visuellement, peut-être un peu moins. Mais... là où je suis, c'est là où elle a fait le témoignage vidéo. C'est rigolo, en plus. C'est pile assis à ce bureau-là. Et en fait, ce témoignage fait que je la vois. Et alors, comme je le disais, j'envoie des messages à toutes les femmes de mon audience, mais je suis pas en train de les draguer toutes à fond la caisse. Non. C'est vraiment l'idée de créer du lien. Et en même temps, j'aurais pu être ce pervers que j'accueille aussi, mais je le suis pas. Et l'idée, c'était que surtout, j'ai créé du lien. Et avec Eugénie, en fait, on a échangé et c'était chouette. Elle a fait la formation, c'était trop cool. Mais quand j'ai vu ce témoignage vidéo, comme tout homme, je vois une magnifique femme. Mais là, je me dis, waouh, elle est incroyable. Ses cheveux, là, comment ça faisait avec ces deux, là vous la voyez pas, mais avec ces deux mèches qui remontent, cette coupe au rasoir, j'ai appris par la suite qu'elle avait découvert dans une formation en ligne et tout, enfin genre génial. Et ce truc, je sais pas, ça me marque. Mais bon, après je passe à autre chose, je publie le témoignage. Mais effectivement, il y avait ce waouh, elle sort du lot. J'en vois quotidiennement des femmes et j'accompagne plein de femmes. Il y avait vraiment quelque chose d'unique qui ressortait d'elle, mais pas aucune attente, aucune projection autre. Ça arrivait en fait par la suite où j'ai proposé un rendez-vous découverte à Eugénie, comme je le fais aussi souvent, mais là avec l'idée de j'ai envie de la rencontrer un peu quand même. Il y avait quelque chose derrière de quand même un peu genre j'ai envie d'aller vers elle, j'ai envie d'en savoir plus, tout en restant professionnel en l'aidant. Alors ce qui est drôle dans ce rendez-vous découverte, déjà j'apprends qu'elle est célibataire, qu'elle vient de se séparer, parce que en rendez-vous découverte on parle de tout ce qui vient sur la table et tout, donc c'était pas par la quête de savoir où elle en était, mais l'information est arrivée très vite. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Eugénie, d'habitude en rendez-vous découverte, surtout dans cette période, ça pleurait tout le temps. C'était très facile de libérer des trucs et tout. Et Eugénie n'a pas du tout pleuré avec les affirmations que je faisais faire, avec ce que je disais et tout. C'était drôle. Et il y avait vraiment cette idée c'était pas, ça allait pas être une cliente, en fait, normale. Il y avait quelque chose déjà de, ok. Et puis, c'était pile en parallèle avec un moment très puissant de la retraite, première retraite que j'organisais, spirituelle en Bretagne. C'était le rendez-vous découverte était le lundi 2 mai. Je crois que c'est ça. Ou le 1er... Ouais, non, c'était le 1er mai la retraite, donc ça devait être le 30. C'était un mercredi 1er mai. Et en fait, on commence à échanger le mardi soir parce que je refais une story. J'avais envie de vendre un truc avant la retraite parce que j'étais en stress. Le lendemain, il y avait 9 personnes qui arrivaient. Gros événement, j'avais jamais fait ça pendant 5 jours, enfin 4 jours et demi. Et je stressais, je me dis, vas-y, il faut que je vende un truc, il faut que je propose un atelier, ça me rassurera, je vais être dans l'action comme je savais bien faire, même si c'était tard. Et Eugénie voit ma story où je propose cet atelier qui est autour du yin-yang, harmoniser, repolariser son féminin-masculin. Et elle me l'a dit après, elle avait vraiment senti une espèce de fourchette à cet endroit-là. Je like cette story, il se passe quelque chose, je la like pas, il se passe autre chose. Et comme elle est joueuse, plutôt, elle a liké cette story. Plutôt une grosse fourche. De fourche, j'ai dit de fourchette, oui. Une fourchette, elle dit. Non, c'était une grosse fourche, hein. Vous n'y êtes pas allé légèrement. Et ce qui était génial, c'est que du coup, effectivement, pile à ce moment-là, je me disais, Julien, ça serait bien que tu reparles aux personnes qui viennent liker tes contenus et tout, ce que je le faisais moins. Et j'ai vu qu'à chaque fois, c'était un super levier pour remplir des ateliers, créer du lien, vraiment, vraiment. Et ben là, je le fais direct de nouveau, à 23h le mardi, mais à 22h, un truc comme ça, et on commence à échanger avec Eugénie, parce que Eugénie me dit, j'étais sûre que t'allais venir me voir. Et de là, on commence à tirer un fil et il y a eu ce moment, alors on a la conversation, on l'a pas revue, mais ce moment où justement elle me dit qu'elle monte des étagères Ikea et moi je lui dis si j'étais ton homme ou si j'étais ton chéri, c'est moi qui m'en occuperais, je serais dans mon yang, je m'occuperais justement de monter les étagères et toi tu te foutrais la paix ou on discuterait et tout ça. Donc là, ça a été quelque chose, là, clairement, ouvertement, oui, je l'ai draguée, j'ai commencé à flirter avec elle, avec ce moment-là, tout en conscience, même s'il est sorti un peu genre, tiens, j'ai dit ça, tu vois, il y a un peu ce truc-là, tiens, c'est un peu osé de faire ça, mais bon, ok, de toute façon, il y a des personnes avec qui j'avais déjà eu des mini-flirts ou des envies, mais ça s'arrête net quand la personne, elle est pas intéressée, donc au pire, je propose, je suis dans mon masculin, elle dit non, et puis c'est ok, tu vois. J'allais pas m'en vexer, ça allait rester une cliente. Et finalement, de là est partie une discussion, un échange. Tu veux peut-être te prendre un peu la suite, Eugénie, si tu veux d'ailleurs. Non, mais vas-y, tu te débrouilles très bien. J'écoute notre histoire avec beaucoup d'attention. J'ai trop envie de faire un aparté parce que je me souviens trop de ce moment-là parce que je t'ai écrit pour prendre tes nouvelles pendant la retraite parce que justement c'était ta première retraite, je voulais savoir comment ça se passe. Je suis désolée, je te balance. Mais pas une seule seconde. Tu m'as parlé de la retraite.
Tu m'as dit j'ai discuté avec Eugénie toute la nuit. Et après, on est venu en parler de la retraite. Et oui, c'était drôle parce que pendant la retraite, en fait, ce gros événement fait que je vis en parallèle des échanges avec Eugénie. Donc le matin, je vais chercher Laura Nathalie et avant, je vais prendre des muguets et des fleurs de muguet et tout pour offrir à tout le monde. Je lui envoie une photo, je lui dis ah bah tiens, ça aurait été à la retraite, t'aurais pu avoir aussi ton brin de muguet. Je continue tout le long à envoyer des photos, à donner des news et tout. Et en fait, de faire vraiment la retraite en parallèle avec Eugénie. Donc j'ouvre un espèce de moment immense professionnellement pour moi, tout en ouvrant un moment où il y a un vrai lien, parce qu'il y a un vrai échange, tu vois. Il y a une continuité. D'ailleurs, depuis ce moment, on n'a jamais arrêté d'échanger en fait, que ça soit sur Insta, sur WhatsApp ou autre. Tout le long, on est resté en lien depuis ce début à parler tout le temps. Et parce qu'on adore communiquer tous les deux, elle n'est pas venue à la formation pour podcast pour rien. Très relié aussi au fait que moi, je me suis ouvert à moi-même en exprimant et en commençant le podcast. Pareil, sa voix, elle a commencé à l'entendre, à la faire entendre et à développer tout ça. Et on voit qu'on communique à fond, qu'on est excité par nos gros cerveaux qui pensent à plein de trucs, qui font des connexions et qu'on a plein de références en commun sur plein de sujets. La relation, le couple, le professionnel, le marketing, la spiritualité. Elle suit des contenus marketing, tu vois. Moi, je trouve ça génial de pouvoir écouter des podcasts marketing avec Eugénie et que ça la passionne aussi. Enfin, je trouve ça assez fou. Et en fait, si tu veux, pendant la retraite, je vis déjà une retraite incroyable. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, déjà, je me couche tard parce qu'avec Eugénie, on parle jusqu'à 1h, 2h du mat. On se dit, on devrait se coucher, mais on se couche pas. Et puis, moi, le lendemain, je suis quand même porté par quelque chose de plus grand. C'est là tu sens qu'il y a une énergie immense d'amour qui te nourrit, qui te permet d'être présent. Je suis trop bon dans mes coachings, dans tout ce qui vient. La retraite se passe merveilleusement bien. Et puis, je quitte pas du tout le lien avec Eugénie. Donc, évidemment, j'en parle à un moment au fil de la retraite parce que moi, je suis en mode, c'est parti. À un moment, à la cérémonie de clôture, je dis, parce on avait échangé, tu m'avais dit des trucs, je sais plus ce que tu m'avais dit, des trucs super intéressants. Je disais, comme le dit ma femme de ma vie depuis 2 jours, tu vois, j'étais vraiment en mode, ça y est, c'est parti. Alors ça, c'est aussi le côté dépendant affectif et le côté genre, j'y vais à fond la caisse, tu vois, j'y fais all in, mais en même temps, j'aime fonctionner comme ça et je trouve ça cool. Après, les élans se sont rééquilibrés parce que j'étais débordant vraiment trop aussi énergétiquement par rapport aux demandes d'amour envers Eugénie ou autre. Tu vois, il y avait un espèce, là on a commencé vraiment sur les chapeaux de roue, c'était très très intense et ça nous a amené dans cette énergie-là à un dimanche soir se dire bon bah là ça serait cool qu'on se voit et qu'on va pas attendre longtemps avant de se voir pour voir si nos corps se reconnaissent en vrai, parce que là on a connecté à fond, on est hyper tu vois, je sais pas, il y a une vraiment comme si on avait toujours été en lien mentaux et émotionnels et tout, que ça collait de ouf, mais il y avait genre, et si on se voit en vrai que ça marche pas en fait, tu vois, genre s'il y a un truc, moi j'y croyais pas, mais c'était ma plus grande peur, genre non c'est pas possible, mais j'y croyais pas, c'était pas possible que ça rentre dans mon système, que toi meuf t'es avec moi et c'est tout quoi, on est en relation et point barre quoi, j'ai vraiment le ressenti que tu vois, le masculin qui voit loin, je sais qu'on va être en couple et qu'on va faire des trucs de ouf, tu vois, mais il y avait quand même ce truc, imagine je me raconte des gros films, ce qui est aussi arrivé dans ma vie et que j'ai une énorme déception, donc il y avait l'idée on va aller se rencontrer en vrai. Ce lundi, on doit se voir, donc je prends les billets à 23h. Le lundi, à 4h du mat, je me lève pour prendre un billet, pour prendre un train à 6h, enfin 4h30, et pour prendre un train à 6h30, et aller au Sable d'Olonne parce que Violette est en voyage scolaire et repartait le lendemain. Enfin, passer toute une journée. Moi, je pouvais passer le lundi et dormir le lundi soir et repartir le mardi. Donc, on a dit go, j'y vais. Et voilà, je continue. Tu veux prendre la suite, Eugénie ? Violette, c'est ma fille. Violette, c'est ma fille. Oui, effectivement, il y a eu 2 moments où j'ai été assez frontale. Un premier moment où, dans le cadre de nos échanges, pendant que tu étais à la retraite, je t'ai dit un soir, qu'est-ce qui se passe, Julien ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que t'es à ta retraite, tu te couches très tard. À cause de nos conversations, je sais que tu fais pas ça avec toutes les femmes, donc dis-moi ce qui se passe. Il a été très honnête sur sa réponse. Et il m'a tout expliqué, ce qui s'était passé en lui et tout ça. Bon, voilà, ok. Et puis, effectivement, cette veille de se rencontrer, je lui dis, écoute, moi, j'ai qu'un seul créneau pour te voir. La fille, elle est trop dure. J'ai qu'un seul créneau pour te voir, c'est demain, toute la journée, parce que ma fille part en voyage scolaire. Le reste du temps, je m'occupe d'elle. Je continue à monter mes meubles Ikea. Et puis sinon, je peux te voir, qu'est-ce que je t'ai dit ? En juin ou en août ? C'est ça les créneaux que je t'ai proposés ? Je crois. Hein. Ah oui, non mais de toute façon, c'était genre un mois en août, je t'aurais dit. En août, si c'était pas... Là, ça fait 3 mois et demi qu'on est ensemble, mais si on se voyait en août, non, mais ça c'était pas possible, on se serait vu avant. Et justement, je fais une mini aparté, c'est qu'à un moment, je t'ai proposé genre, je sais plus pourquoi, un truc... en échange ou quoi, je t'ai dit bah tiens ça serait chouette d'aller déjeuner c'est quand que je t'invite à dîner. C'était une dernière question avant de couper la conversation le soir. Je t'avais dit c'est quand que je t'invite à dîner
ou c'est quand qu'on va dîner ensemble, tu vois. C'était l'idée. De là est arrivé, bah ouais, mais les sables, ce sera peut-être pas avant juillet, août, tu vois, et tout ça, quoi. Excusez-moi, moi je suis. alors, mais je peux enchaîner si tu veux, Sophie. On peut peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, Jus, en mode, on a eu les conversations difficiles très rapidement. Presque même avant de se rencontrer et de décider de se mettre ensemble. Et ça, dans les relations, dans les relations, je pense qu'on le dit pas assez, mais que c'est clé, surtout à nos âges. On en parlait encore il y a pas très longtemps avec Julien. Et tu vas me dire si ça t'intéresse. Est-ce que vous pouvez donner vos âges ? Excuse-moi, je te coupe parce que c'est intéressant aussi parce que je me sens un petit peu concernée. Je crois qu'il y a un moment où on sait quand même vachement plus ce qu'on veut que quand on a 20 ans. Ouais, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas aussi. Il y a des choses qui peuvent pas continuer à tourner comme elles tournent, pas à nos âges, donc 38 ans en ce qui me concerne. Et Julien 39 ans pour moi. Ouais. Merci. Donc effectivement, très rapidement, moi je lui ai dit tout de suite, tu sais Julien, moi si j'étais un de tes amis ou une de tes amies, je te dirais n'y va pas, parce que si tu regardes ce qui a marqué sur le papier en ce qui me concerne, tu vois, ce par quoi je suis passée et ce que à l'époque, faut bien se dire, ça faisait, je sais pas, 2 mois que j'avais déménagé, février, mars, avril, mai, 3 mois quand je me suis mise avec Julien. Il y a eu un battement que de 3 mois entre mon déménagement et je me mets avec Julien. Et je l'ai rencontré avant de me mettre avec lui aussi, donc la fenêtre a été très rapprochée. Et je dis voilà, je vais pas te mentir, voilà ma situation, voilà mon état d'esprit, je pleure tous les jours, je suis partie, j'étais encore amoureuse de mon ex, lourd. On a parlé des enfants aussi, mais tout de suite, je lui ai dit écoute, moi j'ai une petite fille, elle est là, donc c'est un non négociable, je suis le parent qu'il a le plus souvent, puisque moi j'ai Violette pendant les périodes scolaires et elle va chez son père pendant les vacances en Angleterre. Je lui dis voilà, moi ma vie elle est réglée autour de Violette et puis j'ai du travail à faire. J'ai juste du travail à faire aussi. Ma situation professionnelle c'est ça. J'ai perdu toute ma clientèle avec mes cours d'anglais en déménageant, donc il faut tout que je reconstruise. Moi je suis une de tes potes ou un de tes potes. Je te dis la fille c'est peut-être pas le meilleur lot que tu puisses choisir aujourd'hui quoi. On a été vraiment dans le frontal rapidement ouais. Mais c'est bien, je pense que, je rebondis dessus du coup, je pense que c'est important et je crois que, tu sais, souvent les gens se bloquent en disant « Attends, mais on s'est même pas rencontrés ou on s'est vu qu'une fois, je vais peut-être pas lui dire tout de suite ce que j'attends du couple ou ce que j'attends à présent dans ma vie. » Mais si, pour moi, il faut le dire en fait parce qu'il faut que les choses soient claires dès le début. Alors, je dis pas qu'il faut dire « Moi, j'attends de me marier puis qu'on fasse 4 enfants et puis gna. Mais moi, je suis dans telle situation, j'ai vécu ça, j'ai ça. Alors moi, je suis maman solo, donc je rebondis sur ce que tu dis avec Violette. Les enfants, c'est je dirais pas ma priorité parce que dans ce que j'envisage dans mon couple, c'est un parfait équilibre entre tout. Mais en tout cas, je pourrais pas être avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, voilà, il faut être prêt. Puis quand t'as jamais été parent, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et de le faire rentrer dans ta vie parce que c'est un autre système. Qu'on veuille le dire ou non, c'est un autre système. Et je pense moi que c'est bien de mettre tout, voilà. Je crois il faut faire comme on le ressent. Si on n'en ressent pas le besoin, faut pas le faire. Mais si on en ressent le besoin, il faut pas s'en priver sous prétexte des injonctions de non, il faut pas tout dévoiler tout de suite. Tu vas lui faire peur, elle va fuir, il va fuir. Bah s'il fuit, c'est qu'autre chose t'attend. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je crois que t'as raison quand tu dis si on en ressent le besoin, faut le faire. Je crois qu'on est beaucoup, peut-être femmes et hommes confondus, peut-être, à en ressentir le besoin et à s'en priver parce que on va être chiante dès le début ou non mais attends, moi. Tout de suite, j'ai dit à Julien, je n'aurais probablement plus d'enfants. Julien, 39 ans, qui n'a pas d'enfants, ça m'a semblé d'une honnêteté absolument... quel est le terme ? Alors, j'ai le terme en anglais, mais pas en français. Elle bug, elle n'est pas en France depuis suffisamment longtemps. C'était nécessaire pour moi de dire à Julien très rapidement, Jules, si tu sais dans ta chair que tu vas vouloir des enfants, sache que moi, dans ma chair, je n'ai pas cette garantie-là du tout. Voire l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui se privent de ces conversations-là parce qu'ils ou elles ne veulent pas tout gâcher. Mais c'est pas là qu'on gâche les choses. Au contraire, c'est 5 ans plus tard, quand lui, qui a toujours voulu être papa, on lui a pas dit, mais en fait, ou alors quand elle accepte d'avoir un enfant, puis finalement elle se dit, je ne regrette pas cet enfant parce que regrette-t-on jamais ses enfants ? Non. Mais j'aurais pu être dans une démarche d'honnêteté envers moi-même il y a 5 ans et je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai du ressentiment et je ne sais pas quoi en faire. Ou en tout cas, je dois passer en thérapie et je dois utiliser tout un tas d'outils pour faire circuler ça, quoi. On peut s'éviter ces choses-là et à l'un et à l'autre en ayant les conversations franches,
Adultes, encore une fois, on parle de gens qui sont autour de la quarantaine. Hein. Effectivement, quand on a 20 ans, c'est pas les mêmes problématiques du tout. Il y a encore beaucoup de marge. Mais là, avec Julien, j'ai vraiment joué la carte de on en parle maintenant. Parce que je sais que si ton désir, c'est d'être papa, par exemple, bah moi, aujourd'hui, voilà où mon désir à moi se situe. Où est-ce qu'on se situe entre les deux ? Ouais. Je suis vraiment d'accord. Ça touche tout ce qui touche au professionnel, au déménagement, à toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas, tu vois, par exemple, dans mon exemple, je me dis toujours, si un jour je rencontre quelqu'un et qu'il habite au bout du monde, au bout de la France, j'ai pas d'attache là où je suis, si ce n'est ma mère, et je l'embarque. Elle aura pas le choix. Donc, mais il y a d'autres choses contre lesquelles, pour lesquelles je suis comme toi, je sais pas spécifiquement. J'ai très longtemps voulu un 3e enfant, parce que moi, mes filles sont mes filles adoptives, mais je me dis, si je rencontre quelqu'un, j'aimerais bien faire un bébé. Puis en ce moment, je change. Tu vois, c'est ce que tu disais d'ailleurs au début du podcast, Eugénie. Ce que tu penses aujourd'hui, c'est pas forcément ce que tu vas penser dans 1 an, dans 5 ans, dans ce que tu observes dans ta vie de tous les jours. Et la Sophie, il y a quelques mois, qui se disait absolument, si je rencontre quelqu'un, je referai un enfant. Ben, elle est un peu en train de changer d'avis parce qu'elle met de la naissance dans d'autres projets, dans mes livres, dans les trucs que j'envisage de faire l'année prochaine, voilà, mes projets pro. Et je me rends compte que mon désir d'enfanter, il est aussi dans le désir de créer, et peut-être qu'il se comble de cette manière-là. Donc, il y a quand même des sujets importants à évoquer. Moi, ce que j'ai envie de vous demander là maintenant, parce qu'on est déjà à 44 minutes, on se raconte trop de choses, les amis. C'est un petit peu qu'est-ce que Julien, toi, t'as apporté en tant que masculin, parce que on va pas repartir sur oui, avant j'étais dans un féminin, oui, toi Eugénie, j'étais peut-être dans un masculin, etc. Là, on va parler concrètement, on va vous considérer comme un couple équilibré dans ses énergies, et qu'est-ce que Julien en tant que masculin t'apporte, parce que c'est intéressant de voir ce qu'en réalité on attend d'un homme, même si chacun voit bien le couple comme il veut. Moi, je parle de mon principe, c'est sur ma chaîne, donc j'expose ce qui me tient à cœur, à savoir, pour moi, un homme doit être dans son masculin, une femme doit être dans son féminin, mais après, ça, chacun fait bien ce qu'il veut. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que ton féminin t'apporte ? Voilà, c'est important, l'équilibre des polarités. J'aimerais qu'on termine, parce qu'on a beaucoup parlé là-dessus. Vas-y, Eugénie. Commence qui voudra. Bah non, vas-y, Julien. Moi, ce que j'attends du féminin, parce que ça a beaucoup bougé, parce qu'avant je le conscientisais pas, mais c'est vraiment grâce à Eugénie, moi je grandis en fait. Je grandis, je m'élève même, parce que je n'ai plus envie d'utiliser ce verbe grandir qui est vraiment plus l'enfant. Je sens vraiment, je m'élève et je deviens de plus en plus un homme ancré, vraiment puissant, connecté ciel et terre, grâce à ce que va me pointer le féminin comme zone de faiblesse à améliorer, à développer, qui va se montrer dans des faits concrets de, par exemple, l'organisation. Julien, si tu viens habiter avec moi, parce qu'avec Eugénie, on va habiter ensemble en octobre, et ben en fait, ton organisation professionnelle, elle va changer. Ta manière de déborder dans ton Instagram, dans tes créations, tout ce que tu fais de pro, bah, c'est plus la même quand tu es avec moi. Et en plus, il y a une enfant. Donc, qui demande aussi une structure de ouf, qui fait que, bah, de toute façon, les journées sont cadrées. Donc, moi, ça m'aide à les faire grandir et élever mon masculin que d'avoir un féminin qui va me dire les choses, qui va s'affirmer avec son masculin aussi, mais qui va se positionner et qui va m'aider à grandir. Et je vais plus être dans cet enfant ou cet homme immature que j'étais qui va se plaindre, critiquer l'autre ou voir ses émotions comme quelque chose d'oh là là, elle fait son hystérique, elle a ses règles, tous ces trucs que tu peux entendre. Voilà, c'est pas sérieux ce truc-là. Et ben en fait, aujourd'hui, moi, je vois à quel point c'est pépite pour moi, parce que je le prends très au sérieux. Et puis Eugénie m'avait fait ce partage-là au démarrage de vraiment entre le masculin et le féminin. C'est que tu vois, le masculin, en fait, il va chasser, il voit loin et il va vite. Mais le féminin, il va beaucoup moins vite. C'est un peu la proie, mais du coup, qui regarde tout autour, qui sait où est le danger, qui sait vraiment le repérer. Et quand t'associes ça avec le masculin qui fonce, bah, ça fait des super belles énergies créatrices et on avance en sécurité tout en avançant avec vision, avec clarté. Et donc, moi, ça m'aide d'être dans mon leader. Ça m'aide aussi à me dire, ok, de prendre soin de la famille. Je me suis découvert des moments genre géniaux à vivre avec Eugénie et Violette, à regarder un film d'animation un dimanche après-midi sous un plaid sur un canapé, ce truc que je faisais jamais. Et ben je me dis mais moi je vais vivre juste pour ça en fait, avoir de l'argent pour pouvoir prendre soin de tout ce foyer-là, vivre des expériences, amener Violette comme on l'a fait à Nantes ou autre, proposer des événements où aller à Paris, faire Disney, mais avoir de l'argent pour prendre soin de ma famille et puis de justement prendre soin de moi aussi sur ces zones où il y a encore de la croissance à apporter et que justement la sensibilité, la puissance du féminin va me montrer avec précision et va me donner cette envie de le transmuter parce que c'est pour être au service du couple et au service de ma femme et de
son bien-être. Donc je le vois vraiment plus comme c'est génial, j'ai grâce à ce féminin conscient et mon masculin conscient une possibilité de grandir et d'être encore plus au service pour ce monde, parce que derrière ça on peut le transmettre aussi. Et moi, comme j'aime communiquer et que je développe aussi ce partage personnel et professionnel, ça aide aussi à servir le monde avec ce qu'on a mis en conscience, avec ces échanges clairs qu'on a commencé dès le départ, avec cette authenticité, cette vulnérabilité et puis ces masculins féminins qui s'équilibrent plutôt bien entre nous. Parce que j'aime énormément le masculin, même souvent je trouve beaucoup plus discipliné et intransigeant que je ne l'ai moi. Je suis plus en dominante féminine. Donc Eugénie vient aussi m'inspirer à être plus dans mon cadre, dans mon yang, dans mon masculin, tout en kiffant aussi mon féminin. Et puis cette énergie-là, beaucoup plus connectée à l'émotionnel aussi. Parce que j'ouvre la voie, j'ouvre ce qui se passe à l'intérieur de mon monde. Donc au moins on peut connecter et je suis pas en train d'être fermé ou d'être dans ma brute animale masculine quand il est immature et fermé à ses émotions. Quoi. J'aime, j'espère que j'aime l'idée de ce podcast parce que je crois que tu vois au moment où on enregistre, je suis à J-2 de la sortie d'un podcast qui s'appelle Les femmes préfèrent les canards. Alors on a gardé canard pour le jeu de mots, mais en clair ça veut dire les femmes en ont marre des relations toxiques, elles ont envie d'un mec bien qui s'investit, qui est là, exactement tout ce que tu viens de décrire. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard, les choses sont toujours bien faites et bien tournées, et on est dans un espèce de tournant, j'ai l'impression, où on sort du patriarcat, on est passé dans un espèce d'extrême féministe où du coup les femmes veulent reprendre le pouvoir, elles sont à fond dans leur yang, et là on est en train de revenir gentiment, doucement, avec des gens comme vous et tout ce que je vois qui change autour, qui rééquilibrent et qui remettent l'homme à sa place d'homme et la femme. Alors je sais que ça va faire grincer des dents les gens qui sont dans toutes ces nouvelles tendances là, mais voilà, j'aime bien l'idée du masculin à sa place de masculin et du féminin à sa place de féminin. Donc justement, Eugénie, qu'est-ce que fait Julien ou comment te fait sentir Julien qui te permet d'être dans ce qu'on appelle l'énergie féminine, le lâcher prise, la détente, etc., etc. Oui, effectivement, tout ce que tu viens de dire là, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont aussi, j'ai un mot qui me vient en anglais, trigger, qui vont irriter un peu les gens, déclencher des réactions, notamment chez les femmes, j'imagine. Mais s'il vous plaît, ce ne sont que des sujets de conversation. Si ça gratte un peu, c'est que ça vient dire quelque chose chez vous. Juste réfléchissez-y. Oui, il pleut, Julien. Julien vient de se retourner. Oui, il pleut des cordes, effectivement. C'est la tempête chez nous. Mais oui, moi aussi, je sens ce tournant dont tu parles, Sophie. Je suis allée vachement dans mon yang, franchement. Je suis partie, pas tôt de la maison, mais raisonnablement. J'ai fait des études, j'ai eu un boulot rapidement, j'étais bien payée. Je menais ma barque, tu vois. J'ai eu mon enfant, je me suis séparée, j'ai gardé mon enfant. Et en fait, en vrai, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de choses seule, même en couple, parce que finalement j'étais pas écoutée, parce que j'étais pas soutenue, parce que c'était pas vraiment des partenariats. Donc au final, aujourd'hui, si j'additionne, j'estime que j'ai fait la majorité de ma vie seule. Je suis fatiguée. Et je suis pas d'accord pour juste me dire je suis fatiguée parce que j'en ai trop fait ou je suis fatiguée. Moi je me dis honnêtement, je suis fatiguée parce que peut-être ça fonctionnait pas. Et si ça fonctionne pas, moi j'ai envie de me focaliser sur la solution. Qu'est-ce qui fonctionnerait si on faisait différemment ? Moi je viens d'une maman solo qui était profession libérale, qui a fait un burn-out massif à 50 plus quelques années et qui est handicapée depuis, quoi. Donc on va arrêter de foncer dans le mur, mesdames, on va essayer de repenser la façon dont on fait les choses. Et c'est ok. Je dis pas qu'on est coupable de quoi, que personne n'est coupable. Mais par contre, on est responsable. Donc si on redessinait quelque chose qui conviendrait à tout le monde, qu'est-ce qu'on ferait ? Par exemple, j'expérimente ça avec Julien, mon cobaye. Julien m'apporte la sécurité, mais je redéfinis ce que sécurité veut dire pour moi. La sécurité, à l'époque où j'ai eu mon enfant, c'était quand je suis en congé maternité, est-ce que mon conjoint peut ramener l'argent et blablabla. Oui, peut-être, mais pas que. La sécurité, c'est être avec quelqu'un qui, en ce qui me concerne, mais ça va résonner, donc questionner les choses qui viennent vous gratter. C'est déjà être avec quelqu'un de doux. Julien l'a dit, il a une grande part de féminité en lui, son yin est un peu plus développé que peut-être la majorité des hommes, on va dire, mais moi, mon yang est un peu plus développé. Et ensemble, je pense qu'on essaye de trouver cet équilibre où j'ai un petit peu moins de yang, il a un petit peu moins de yin.
Hein. Il est arrivé en douceur dans ma vie, pas comme une brutasse, pas comme un mec de ouf avec le coup de foudre et paf, le tonnerre et les cœurs et les papillons dans le ventre. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma physionomie, par exemple. Et ça, on en a parlé avec Julien et je crois que ça l'avait un petit peu chafouiné au début. Hein, mais on est en train de réécrire quelque chose. Ça l'a chafouiné parce que dans les codes, il faut que ce soit tonitruant, il faut que ce soit comme dans les films. On n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Il faut que ce soit le tonnerre. Non, moi Julien, il est arrivé à un moment où il serait arrivé avec un coup de tonnerre, je l'aurais pas fait rentrer dans ma vie parce que ça me convenait plus. Me faire secouer par la passion d'un coup d'un seul, c'est pas possible. Je voulais pas de passion, je voulais rien déjà, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'était pas un pan de ma réalité, mais il est arrivé en douceur et ça m'a fait du bien tout de suite. Il y a des choses qui trompent pas. Hein. J'avais encore des problèmes de sommeil, il a pas réglé mes problèmes, sa présence n'a pas réglé mes problèmes, ça c'est mon travail à moi. Ça vient d'une autre période, ça n'a rien à voir avec lui, mais j'avais envie de lui parler et ça me faisait plaisir et ça m'intriguait et j'avais envie d'y revenir et il était drôle et il était gentil. Je crois pas l'avoir entendu dire quoi que ce soit de méchant sur qui que ce soit depuis qu'on est ensemble. Bon, ça fait 3 mois et demi, mais quand même. Ce sont des facteurs. Les green flags, on en parle, mais vraiment, il faut les voir, quoi. Il était respectueux pas que de moi, de tout. Accueillant aussi quand on a commencé à se fréquenter, que je me sens pas très bien avec ce qui se passe, là, j'ai envie de te le dire, je comprends pas trop d'où ça vient. Julien m'a toujours écouté jusqu'à présent. Ça se trouve, ça va finir avec ce podcast, on ne sait pas, hein, mais je pense pas. Julien accueille. Maintenant, je l'ai dit en public, il va changer du tout au tout. Mais tout était accueilli. Il y a des choses qui venaient des énervements qui venaient un jour, qui redescendaient le lendemain. C'était ok, c'était passé. Il m'écoutait, il ne s'est jamais énervé contre moi, jamais. Et franchement, ça fait vraiment du bien de se dire, je peux dire tout ce pourquoi je ne suis pas d'accord. On peut tout remodeler, on peut tout discuter parce qu'on est entendu. Il prend rien personnellement en fait de ce que je lui dis et j'ai pas l'impression quand je lui parle de le viser non plus parce qu'effectivement comme il l'a mentionné, j'ai l'impression d'être au service de quelque chose de plus grand, ne serait-ce que le nous qui est plus grand que toi et moi, mais aussi pour construire quelque chose dans l'avenir et qui montre quelque chose aux enfants et qui, on commence à travailler ensemble en plus. J'ai l'impression d'être au service de quelque chose. Et avec mes ex, dès que j'ouvrais la bouche, c'était intolérable pour eux parce que c'était une critique de eux, de leur système, c'était pas entendu. Ça, moi, je peux plus faire. Qu'est-ce qui m'apporte aussi? Il a une énergie directionnelle à laquelle je crois. Et là, ça va peut-être froisser. Attention. Je prends un exemple. Moi, j'ouvre un menu, si je suis au restaurant, on en a parlé il y a pas longtemps, et des fois, ça me fait trop d'informations. Et un truc que faisait mon ex avec moi, et que Julien fait aussi. Ce n'est qu'un exemple et on fait bien ce qu'on veut. Hein. Mais quand je suis en mode trop d'informations, parce qu'il y a déjà plein d'informations dans ma vie et j'ouvre un menu de ce restaurant et c'est beaucoup trop d'informations, il va venir me sécuriser en me disant, je pense que les plats qui te plairaient seraient celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je sors 3 options. Et on en a parlé. C'est difficile à dire à la communauté, je trouve, parce que c'est très mal jugé. Oui, il est contrôlant et comme tu disais au début, c'est pas être toxique, être contrôlant, c'est pas ça. Mais meuf, si ton mec il sait ce que t'aimes et que il veut te faire plaisir, juste laisse-le choisir. Tu fais plein de choix dans ta vie déjà, fais confiance à ton mec, mais il faut qu'il sache et il faut que tu saches qu'il sache, tu vois. C'est ça aussi, se détendre dans sa féminité. Tu lui laisses pas le pouvoir, c'est pas un jeu de pouvoir, mais par contre, tu sais qui c'est, juste laisse-le prendre la décision, laisse-le prendre les tickets de train. Tu vois. Le voyage, on va faire un voyage en Angleterre, c'est Julien qui a posé les dates et tout, parce que je lui ai dit, Jules, j'y arrive pas, je l'aurais fait à terme, tu vois. Mais c'est lui qui a posé les dates dans le calendrier et ça, pour moi, je n'ai jamais vécu ça dans aucune relation. Jamais ça. Attends, il y a Siri qui me parle. Il y a Siri qui me dit, je n'ai pas de réponse à ça. Dans vos deux micros, j'entends Siri qui nous parle de vos cours de salsa. Là. Prépare la salsa, ça serait gêné. Et puis, je sais pas pourquoi je vais finir là-dessus, mais ça me vient. Je crois qu'il faut parler du sexe. On a le droit de parler du sexe un peu ? Mais on va carrément parler de sexe. Diantre, j'adore le sexe. Moi, je vais être très... Je pleure. Je serais pas Elle pleure de...
Je voudrais aborder ça parce que je trouve que c'est hyper important et c'est pareil entre femmes. Je suis pas sûre qu'on s'en parle vraiment dans cette zone-là. Je vais être super transparente. Moi, quand j'ai eu Violette, après que j'ai eu Violette, j'ai pas fait l'amour pendant 4 ans. C'est parti de, voilà, j'ai eu l'accouchement que j'ai eu, mon corps a dû se remettre, blablabla. Puis il y a un truc qui s'est un peu installé, et puis c'est symptomatique d'un couple, à moins que ce soit, vous soyez asexuel, et que ce soit admis, et que vous en ayez parlé. Hein, encore une fois, on part sur il faut avoir les conversations fortes dès le début. La sphère sexuelle s'entretient comme la sphère du couple en général. C'est toujours symptomatique. Alors, les hommes peuvent en jouer, et c'est encore une conversation difficile, ce serait peut-être un podcast. Hein. Les hommes peuvent en jouer en mode, oui, mais les besoins, les trucs, les machins, on n'est pas du tout là-dedans. Je suis juste en train de dire que Jules, il est arrivé avec son identité sexuelle, je suis arrivée avec la mienne, et on s'est retrouvés au milieu, en fait. C'est une conversation comme une autre et il faut l'avoir et il faut l'entretenir comme toutes les conversations du couple. Et je crois que souvent, c'est peut-être le territoire où on est les plus décisifs entre hommes et femmes et on voit pas les choses de la même façon et Mars et Vénus et trucs et machin. Et ben avec Julien, on avait aussi cette conversation dans le domaine du sexe et on la lâche pas au même titre qu'on lâche pas nos conversations dans le domaine du couple en général. Et je le pointe juste parce que je trouve que c'est très facile de raison en raison, de trauma en trauma et de ne jamais aborder vraiment la conversation autour du sexe. Ouais, les mecs, ils sont comme ils sont. Non. Avec votre partenaire aussi. Et surtout, cette conversation doit être là. Elle doit se faire. Et avec Julien, pareil. Très tôt, on a mis les cartes sur table et on prend soin de ce paysage-là au jour le jour, comme tous les autres paysages professionnels, parentaux, tout ça. Et d'avoir ces capacités de communication et de conversation avec Julien, mais quel cadeau! Ça fait grandir l'amour aussi. Ça fait grandir l'amour. C'est beau ce que tu dis, ça fait grandir l'amour, j'adore et je trouve que c'était important. Alors je fais une petite blague sur j'adore le sexe. Je ne vais pas la couper parce que je vais maintenir mon humour graveleux et assumer cette part de moi. Mais je pense que c'est très important, d'autant plus que moi je m'en cache pas dans mes podcasts. J'ai longtemps été en conflit avec cette part de moi et j'en ai parlé avec Juliette Guérin que vous connaissez toutes les deux dans mon dernier podcast justement sur la sexualité, sur le fait qu'on avait tendance encore dans certains schémas, l'homme il voit sa femme comme sa femme, mais il veut pas la voir comme son partenaire sensuel, sexuel, etc. Il y a encore pas mal d'hommes qui dissocient les deux, et de plus en plus, il y a justement, plus on s'ouvre à la connexion, à la communication, au partage émotionnel dans des couples comme celui que vous incarnez, et plus on arrive à aller dans ce domaine et à trouver une super synergie. Et il faut pas faire comme si la sexualité c'était autre chose. T'as complètement raison et t'as vraiment trop bien fait d'en parler, Jenny, parce que on descend de décennies où le sexe, ça a été en plus sali par l'église, les religions, etc. On voit toujours ça comme un truc mal. Alors, c'est un truc bien, c'est un truc qui nous unit, c'est une énergie qu'on partage en commun et dont on doit prendre soin, je te rejoins, au même titre que le pro, au même titre que quand on a envie d'aller se faire un film au ciné le dimanche avec son amoureux. En fait, ça doit être un sujet comme un autre, ça doit pas être un sujet en dehors des autres sujets. Et je te remercie parce que ton partage, il était super... en fait, t'as posé ça là et ça va permettre de décomplexer tellement de gens qui vont écouter tout ça, donc merci. Moustache, il y a un truc à dire. Il y a quelque chose autour du... Excuse-moi, je finis, après je me tais. Il y a un truc autour du thème de se faire accompagner. Et je pense que Julien va rebondir là-dessus. On peut se faire accompagner dans tous les domaines de notre couple. On a cette chance d'avoir ces pléthores de professionnels. Tu choisis ton professionnel, tu vois. Tu veux pas aller voir un psychologue ou un psychiatre, c'est pas grave. Tu vas voir un coach. Il y a plein de façons de communiquer dans tous les domaines du couple. Et je crois que souvent on se dit que parce que c'est notre couple et que il y a des trucs un peu tabous, on fait bien ce qu'on veut. C'est MacGyver, c'est bricoli-bricolette. Non, des fois il faut faire intervenir un tiers professionnel. Et franchement, j'en ai usé dans mes précédentes relations et ça ne garantit pas que la relation va tenir. Par contre, ça garantit, quand tu en as besoin, la santé de ta relation. Et ça, c'est vachement méjugé. Non, faites-vous accompagner, faites-vous aider. N'hésitez pas. Ouais. Je suis plus soi. Yes, et moi je trouve justement par rapport à toutes ces conversations difficiles ou en tout cas inconfortables, par rapport en plus à la sexualité qui chez les hommes peut avoir plein de... En tout cas j'ai parlé pour moi,
j'avais vraiment, on a des croyances, on se construit sur la virilité, sur la taille du sexe, sur plein de choses, sur comment on est un super amant, on est un super partenaire, on se crée plein de films, et donc d'oser le mettre sur la table, d'en parler, et puis d'avoir vraiment genre vas-y parle-moi de tes relations d'avant, c'était comment, et d'avoir de la matière pour justement se tout poser et voir en fait ce que ta partenaire elle aime, ce qu'elle aime pas. Et de voir ce qu'on peut explorer, ce qu'on peut pas explorer, quels sont ses freins, quelles sont ses croyances, quelles sont ses peurs, quelles sont les miennes aussi, de tout mettre à plat. Ça a été vraiment génial de se sentir connu, reconnu et écouté et puis accueilli en fait. C'est génial. Si on peut pas être accueilli dans ces espaces de profonde vulnérabilité en tant qu'homme ou en tant que femme, mais en fait c'est pas la bonne ou le bon partenaire avec qui continuer. C'est pour ça que d'avoir des conversations dès le départ et de se sentir genre ah ouais c'est cool, elle accueille mes émotions, elle accueille mes peurs, elle accueille mes doutes. Moi cette conversation qu'on a eue en plus le dimanche avant de se voir lundi de tout le paysage relationnel et sexuel du mien et d'Eugénie, moi ça m'avait vachement déclenché, genre est-ce que je serai à la hauteur, alors je me posais pas ces questions là, mais là avec Eugénie je me disais mais putain je veux vraiment être à la hauteur, est-ce que je le serai, on s'est pas vu, ça se trouve ça va être nul, ça va être horrible et tout, et elle va me rejeter, donc moi j'avais toute ma dépendance, mes peurs qui remontaient, mais c'était cool de pouvoir les voir, de lui partager, de me sentir accueilli, ce qui aussi a déclenché le fait viens on va se voir plus tôt que prévu en fait. Et donc tout ça, moi j'en résume à une seule chose, non mais les gars et les filles, mais parlez en fait. Parlez, mettez les choses à plat, osez communiquer, si vous avez du mal à le faire, allez le faire avec des coachs, faites-vous accompagner en couple. Mais de base, moi, les deux sont nécessaires, de parler et de se faire accompagner, parce que chacun de notre côté, c'est hyper important d'aller libérer des choses. Puis après, dans le couple, d'être aidé et d'aller faire des constellations familiales. Nous, on va ouvrir ce champ-là aussi avec Jean-Manuel, là, qui est génial et qui m'avait accompagné aussi. Parce que quoi de mieux qu'une relation amoureuse si elle commence avec un vrai travail émotionnel déjà et qu'on comprenne un peu tout ce qui se joue pour se donner les meilleures chances de le construire avec des fondations solides. Donc, nous, la communication, c'est notre spécialité, chacun de notre côté. Ben voilà, on les a mis en commun, ces spécialités. Ça a permis d'avoir ces vraies discussions. Elles sont inconfortables à plein de moments. Moi, c'était chaud, quoi, parce que ça est venu me travailler profond dans la blessure. Et heureusement, justement, qu'il y a des personnes comme Sophie ou d'autres personnes qui m'accompagnent pour aller, ok, on va aller travailler les dossiers que ton couple vient révéler et voir qu'est-ce qui se joue, parce que ce n'est qu'un révélateur et c'est un très beau miroir avec lequel tu vas pouvoir composer pour développer une essence beaucoup plus intense, amoureuse, profonde et calme. Parce que, effectivement, ce qui est chouette pour le système nerveux d'Eugénie, c'est que je suis apaisé. Mais si je suis apaisé, c'est qu'avant tout, j'ai libéré plein de choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, donc c'est le travail émotionnel, et elle m'en révèle d'autres, elle m'active sur d'autres trucs, donc je viens encore plus, génial, un dossier à aller libérer, à aller plonger en profondeur, et c'est ça qui crée qu'on peut avancer à fond ensemble, et on se sent nourri, quoi. Donc parlez, et si vous avez du mal à le faire, faites-vous accompagner, et c'est ce qu'on propose aussi avec Eugénie à la rentrée, quoi. Ah bah très bien, et bah si on terminait là-dessus, si vous me parliez, je sais pas si c'est Secret Professional pour le moment, mais si vous me parliez un petit peu de ce que, autant que ça serve. Ah et purée, je me cogne contre la table, je comprends ce moment. Non, garde tout. Parlez-moi un petit peu de ce que vous préparez là, vous éveillez ma curiosité d'amis. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau pour la rentrée, le couple sacré là? Vas-y Eugénie. Non, vas-y, Julien. Vous avez vu, attendez, je fais une parenthèse, vous avez vu ce masculin qui fait parler sa reine. Mais c'est beau ça, inspirez-vous messieurs, c'est beau. Mais comme la reine, en fait, c'est que le roi est beaucoup mieux dans cet exercice, elle lui cède la mission. Voilà. Bon, merci, mais tu t'en sors très bien aussi en communication. Et moi, j'adore l'écouter, j'adore quand elle parle et j'adore sa voix. J'ai trop aimé écouter Eugénie, là. Gars, je pourrais presque être un homme pour l'épouser aussi. Non, mais Julien, il fait oh, Sophie, n'y touche pas. Non, mais tu peux coupe mes parties du podcast si tu veux, c'est ok. Non, je suis pas vexé, Sophie. Non, mais je rigole. Je rigole. Je parle bien assez et c'est cool aussi d'être dans cet espace. C'est le masculin, c'est le contenant aussi. Hein. Donc c'est vraiment genre j'ai pas de valeur à prouver, j'ai pas de je suis mieux machin. J'écoute, je suis là et puis quand j'interviens. Mais je trouve ça génial de voir beaucoup. Tu vois dans les couples, même Anissa et Géraud, tu vois, c'est Anissa qui va beaucoup plus être dans la communication et tout. Géraud est plus présent, il est dans son contenant et j'aime bien vraiment cet équilibre du masculin et tout. Puis on a des espaces chacun personnels pour exprimer, pour être nous leaders de ce qu'on fait. Par rapport à l'offre qu'on va créer, mais
L'idée, c'est vraiment d'accompagner un petit groupe. On aimerait accompagner des couples, mais je pense que c'est surtout des femmes qui vont arriver avec l'idée déjà de faire un pas vers le couple parce que le masculin a du mal à le faire facilement, mais peut-être qu'on aura des couples. Mais l'idée, c'est d'accompagner en groupe et en solo sur une transformation de 6 semaines ou plus. Mais au début, on va commencer sur 6 semaines et vraiment d'aller voir, les gars, vous avez un champ de bataille actuellement au niveau de votre couple. Et ben, on va aller tirer les fils, on va aller nettoyer ça et on va vous aider à libérer ce qu'il faut pour que vous puissiez soit en tant que femme célibataire, attirer un partenaire aligné, conscient, idéal, mais on sait très bien comme toutes les vibrations et lois d'attraction, c'est avant tout à l'intérieur de toi que tu vas libérer ça pour en arriver à attirer cette personne pour toi qui va matcher vraiment énergétiquement à ce que tu vibres. Donc si tu n'aimes pas les hommes qu'il y a dans ta vie, ben évidemment, il faut regarder vers toi et pas vers les hommes que tu pointes et leurs manquements. Et puis le couple, c'est d'aller voir effectivement où on en est, mais pourquoi c'est le champ de bataille, pourquoi il n'y a pas de communication. Et je pense que la plupart du temps, ça va être ça, c'est d'avoir ces conversations difficiles, d'avoir une personne qui vient aider à conscientiser, à libérer, puis à apaiser le couple, et puis derrière de mettre de l'action. Que ça soit pour les femmes célibataires ou le couple, il y a des choses à faire en fait. Aimer est un verbe d'action, comme le dit Dolnay Wang, et c'est vraiment hyper important d'aller mettre de l'attention quotidienne sur ce qui ne fonctionne pas et donc de le transformer et d'y aller avec des actions concrètes, avec des espaces pour le couple, pour la sexualité, pour des connexions, pour des langages de l'amour et pour vraiment libérer aussi ce qu'il y a libéré. Après, avec le côté shadow work émotionnellement haute, papa, maman, il y a des gros dossiers à aller libérer et c'est chouette d'aller explorer ça. Moi, j'adore ça et c'est ce qui a été une clé pour moi de rencontrer Eugénie et c'est ce qu'on veut transmettre aussi aujourd'hui, parce qu'on apprend des trucs sur nous deux aussi dans le couple, hein, beaucoup, tu vois, et c'est super intéressant, quoi. Mais c'est parfait de mettre votre expérience au service d'eux. Je crois que toi qui animes beaucoup d'ateliers sur l'abondance, sur l'argent, etc., parce que c'est notre point commun, on aime le fric, et ben je crois que c'est comme ça que ça marche, donner et recevoir, c'est le parfait équilibre. Quand tu apprends et que tu conscientises quelque chose et que ça t'aide à grandir, si tu le gardes pour toi, c'est que tu fais mal ta mission de vie, je trouve. Et là, le fait que vous ayez... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est en train de faire ce podcast, au final. Regardez, tout est parfaitement corrélé. Peut-être que ça va faire venir mon masculin sacré. Et oui, ça y participe, en tout cas. Ouais, c'est certain. Merci les amis, je me suis recognée contre ma table encore une fois. C'est bon. Il est temps que je change il est temps que je monte une nouvelle table Ikea, Eugénie, vraiment. Je serai là pour t'aider. Julien aussi d'ailleurs, il a dit qu'il allait apprendre. Voilà. C'est très masculin. Merci vraiment pour tout ce que on pourrait parler encore pendant des heures. Ça fait déjà 1h10 qu'on discute et il y aurait tellement encore de choses à dire, à développer. Je vais mettre tous vos liens, vos Instagram, vos sites internet, etc. sous cet épisode, voilà, pour que tout le monde puisse aller retrouver et puis se tenir informé de ce que vous préparez là pour la rentrée. Merci à vous pour votre témoignage, pour avoir partagé votre histoire, votre ressenti. C'était très beau, très fort et je pense que ça va servir à beaucoup. Merci les amis. Merci Sophie. Merci beaucoup Sophie, c'était trop chouette d'être interviewée par toi et de passer ce moment avec Eugénie et j'ai encore envie de faire plein de podcasts pour raconter plein de choses sur le couple. Ouais, allez, go. J'espère que j'ai lancé une idée. J'ai planté une graine. On a prévu de faire un podcast tous les deux, ouais. Voilà, et c'est bien, regardez, on termine sur ça, on fait un petit peu un spoiler, j'adore, c'est l'histoire de ma vie. Je vous embrasse, merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.